Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un livre assez spécial. Un roman qui ne fait pas beaucoup de bruit mais qui résonne terriblement fort. C'est La Dentelière de Pascal Lanné. Au cœur de ce roman, il y a une jeune femme, si discrète qu'on pourrait presque ne pas la voir. Sauf que voilà, son silence, c'est un peu comme un miroir qu'elle tend à toute une société. Et ce miroir révèle toutes ses fractures. Allez, on va voir ça de plus près. Dès le début, le ton est donné avec cette phrase de Robert Musil. Et croyez-moi, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le roman. C'est comme si l'auteur nous disait « Attention, l'histoire que vous allez lire, c'est celle de quelqu'un qui n'a pas de voix, quelqu'un qui n'a pas les mots, ni pour se défendre, ni même pour dire qui elle est. Et ça, c'est tout le destin de notre personnage, Pomme, résumé en une seule ligne, avant même qu'on la rencontre. » Et du coup, la grande question qu'on va se poser tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'un personnage qui a l'air si simple, si ordinaire, peut en fait nous en dire autant sur une société super complexe? Parce que c'est ça, le génie de Pascal Lanné. Derrière Pomme, il nous livre une critique féroce, un portrait au vitriol de la France des années 70, avec toutes ses inégalités et ses préjugés bien ancrés. Alors, pour y voir plus clair, voici comment on va procéder. D'abord, on va se pencher sur le roman lui-même, pourquoi il est si important. Ensuite, on suivra l'histoire de Pomme. Puis, on fera un arrêt sur image sur son portrait pour bien comprendre qui elle est. Après ça, on analysera le gros morceau, le choc des classes sociales. Et on terminera en beauté avec le style si particulier de l'auteur. Allez, c'est parti pour la première partie. On va voir en quoi c'est un roman cruel et précis. Et la première chose à bien comprendre, c'est que non, ce n'est pas juste une petite histoire d'amour qui finit mal. Pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est une véritable loupe posée sur la société. Et la preuve que ce n'est pas n'importe quel roman, c'est qu'en 1974, il décroche le prix Goncourt. C'est un peu le prix le plus prestigieux qu'on peut avoir en France pour un livre. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'à l'époque, le roman a vraiment frappé un grand coup, qu'il a touché quelque chose de très juste sur la société. Ce qui est incroyable, en fait, c'est sa précision. On dirait presque un rapport scientifique. Pascal Lanné, il ne se contente pas de raconter une histoire, non, il dissèque. C'est comme s'il mettait ses personnages sous un microscope pour observer, avec une froideur presque médicale, comment les classes sociales ne peuvent pas se parler, comment la passivité s'installe. C'est chirurgical. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, rentrons dans le vif du sujet, l'histoire de Pomme. Alors qui est-elle? Que va-t-il lui arriver? En gros, c'est la trajectoire d'une jeune femme simple, un parcours qui va la mener de sa Provence à la ville, et c'est un parcours qui va s'avérer tragique. On peut résumer sa vie en 4 temps forts. D'abord, son enfance dans un village ouvrier du Nord, à milieu modeste. Ensuite, le déménagement en banlieue parisienne, à la Cité des Cosmonautes, avec sa mère. Troisième étape, la rencontre, pendant des vacances à Cabourg. Elle tombe sur Aymeri, un étudiant parisien, cultivé, bourgeois, bref, tout son contraire. Et enfin, quatrième acte, la rupture. Une rupture brutale qui va la faire sombrer. L'abandon, l'anorexie et finalement l'internement. Un destin scellé en quelque sorte. Ok, on a vu l'histoire. Mais maintenant, essayons de comprendre qui est vraiment ce personnage, Pomme. C'est tout l'objet de notre troisième partie. Ce qu'il faut saisir, c'est que Pomme, c'est un personnage tout en paradoxe. Elle est à la fois incroyablement forte et en même temps d'une fragilité désarmante. L'auteur s'attarde beaucoup sur son physique et ce n'est pas pour rien. Il la décrit comme ça, ronde, lisse, homogène. Elle a une espèce de plénitude, de calme qui émane d'elle. Lanné utilise même le mot « végétalité » pour parler d'elle. C'est une image forte. Imaginez une feuille sur laquelle la pluie tombe, les gouttes perlent, elles glissent dessus, mais elles ne la transpercent pas. Eh bien, Pomme, c'est un peu ça. On a l'impression que rien ne l'atteint, que les événements glissent sur elle. Et c'est là que tout le paradoxe éclate. D'un côté, on a cette force, cette solidité presque végétale. Et de l'autre, une fragilité sociale abyssale. Elle est un être sans voix, comme le dit le livre, un flocon de neige égaré. Pour Aymeri, son petit ami, elle est une page blanche, une énigme. Mais au lieu d'être fasciné, au lieu d'essayer de déchiffrer cette page, il va finir par la mépriser. Il va mépriser ce qu'il prend pour du vide. Ce mépris, justement, il nous emmène droit au cœur du réacteur du roman, le thème central, le choc des classes, cette impossibilité totale pour deux mondes de se comprendre, de communiquer. C'est un choc violent, mais un choc silencieux. Pour bien comprendre d'où vient Pomme, il faut jeter un œil à sa mère. Ce tableau résume bien le personnage. En apparence, elle s'en sort. Elle passe de serveuse dans un café un peu triste dans le Nord à crémière toute pimpante en banlieue. Le décor change, les vêtements changent, mais au fond, rien ne change. Elle reste une femme passive, qui subit, qui accepte son sort, qui répond toujours « à votre service ». Et en faisant ça, sans s'en rendre compte, elle trace le chemin que sa fille va suivre. Et leur relation, à Pomme et Aymeri, illustre un concept qu'on appelle la réification.
Alors c'est un mot qui fait un peu peur, mais l'idée est assez simple. Ça veut dire qu'on traite une personne comme une chose, comme un objet. Et c'est exactement ce que fait Emery. Au début, Pomme, pour lui, c'est un objet de curiosité, un petit bibelot tendre, pur. Mais à aucun moment, il ne la considère comme son égal. Et comme n'importe quel objet, quand il s'en lasse, eh bien il le jette. Sa transformation de Pomme en objet, elle se fait en 3 temps, très clairement. Première étape, la domestication. Il aime sa gentillesse, sa tendresse, mais il la compare à celle d'un chien domestique. C'est terrible. Deuxième étape, le dégoût. Le physique de Pomme qui le charmait au début se met à le repousser. Et enfin, la troisième étape, la justification, le coup de grâce. Il la quitte avec la phrase qui tue « On n'est pas du même milieu ». C'est l'excuse sociale parfaite pour justifier sa propre violence. Alors, comment l'auteur arrive-t-il à nous raconter cette histoire si dure sans tomber dans le pathos? Eh bien, c'est grâce à son style. Et c'est notre dernière partie. On va voir comment l'écriture de l'aîné est une clé essentielle du roman. On parle souvent, pour ce livre, d'écriture blanche. Ça veut dire quoi? C'est un style très neutre, très factuel, presque froid. Imaginez une écriture qui ne cherche pas du tout à vous émouvoir. Au contraire, le ton est souvent ironique, presque cruel. L'idée, c'est de nous mettre, nous, dans la peau d'un scientifique qui observerait des insectes au microscope. Sans jugement, juste en constatant les faits. Et cette phrase-là, elle résume tout, la fuite minuscule de 2 insectes sur le papier du livre. Pour le narrateur, ces personnages sont réduits à ça, des insectes. C'est cette distance, ce regard froid qui rend la critique sociale encore plus percutante. Il n'y a aucune émotion, juste la description froide et implacable d'un mécanisme social qui broie les individus. Et là, on touche au fond du problème. La tragédie de Pomme, elle n'est pas seulement sociale, elle est aussi liée au langage lui-même. Pensez-y, Emery l'étudiant, il maîtrise les mots, les concepts, c'est ça son pouvoir. Pomme, elle, est muette. Elle n'a pas les mots pour dire sa souffrance, pour dire qui elle est. Et comme elle ne peut pas se définir elle-même, c'est le langage des autres qui la définit, comme un objet. Sans les mots pour exister, elle finit par disparaître. Et on va finir là-dessus avec une question qui reste ouverte. Finalement, ce silence de Pomme, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une forme de résistance, une manière de refuser un monde qui veut la cataloguer, la réduire à une chose? Ou au contraire, est-ce que c'est le signe ultime de sa défaite, de son aliénation totale? Le livre ne donne pas de réponse toute faite, et c'est justement ça qui le rend si puissant et si pertinent encore aujourd'hui.